à la nicotine. La nicotine, c'est vraiment ce qui rend addict. En plus de la dépendance que crée la nicotine, Isabelle explique aussi les mécanismes psychologiques qui peuvent donner envie à un adolescent de fumer. Essayez de comprendre, mais finalement, derrière ça, j'ai besoin de quoi? Est-ce que c'est pour m'affirmer dans le groupe, pour m'affirmer vis-à-vis de mes parents, faire comme si j'étais un adulte? Je trouve que c'est surtout pour être à la mode. Enfin, on fume pour être à la mode, pour faire plaisir à nos amis, enfin, pour être pas différent. Voilà. D'accord. Parce qu'on sait, à l'adolescence, on sait que le besoin d'appartenance, il est très important. On a besoin de faire partie d'un groupe. Appartenir à un groupe, ressembler à un adulte. Ces aspirations des adolescents, les cigarettiers les connaissent intimement. Comme le révèle cette présentation interne de Philip Morris datant de 1991, avec au centre la question de l'initiation à la cigarette. Le processus d'initiation établit l'acte de fumer comme une activité de plaisir pour adultes dont l'observateur est exclu. Philip Morris International, qui nous répond par écrit, insiste toujours de son côté. Philip Morris International a toujours clairement indiqué que les mineurs ne devraient utiliser aucun produit du tabac ou de la nicotine. Nos produits sont destinés à un seul public, les adultes qui fument. Leur mot d'ordre, c'est « fumer est une décision d'adulte ». Mais ils savent parfaitement qu'en disant ça, c'est incitatif pour les adolescents. Parce que l'adolescent qui est une sorte de personnalité en construction, ce qu'il veut, c'est devenir adulte. Et tout d'un coup, on lui dit, mais la clé d'entrée du monde adulte, c'est la cigarette. Cette analyse est confirmée par ce document interne de Philip Morris. Processus d'initiation, deuxième étape, le rite de passage. Fumer est un moyen d'établir son identité d'adulte, de rejoindre le groupe. D'aller jusqu'à créer une fondation à coût de centaines de millions de dollars qui se présente comme un acteur de la santé publique qui veut mettre un terme à la cigarette. The Foundation for a Smoke-Free World, la fondation pour un monde sans fumée. Un géant du tabac qui finance entièrement une fondation contre la fumée. Cela peut paraître totalement magnifique, n'est-ce pas? Vous pourriez croire que ce sont vraiment des gens qui veulent réduire la consommation de tabac. Mais ils sont entièrement financés par l'industrie du tabac. Et ils publient des études, vous savez, des études scientifiques. Mais après, vous regardez qui a fait ces études et vous vous rendez compte que ces personnes sont aussi financées par l'industrie du tabac. une industrie du tabac qui fait tout pour redevenir fréquentable. Par des mécanismes plus ou moins occultes exposés par des journalistes d'investigation, les cigarettiers distribuent des millions à des organisations de vapoteurs anti-cigarettes à travers le monde. La World Vapors Alliance, par exemple, sponsorisée par le géant British American Tobacco, ou encore l'INCO, basée à Genève, principalement une fédération mondiale de vapoteurs qui a reçu près d'1,7 million de dollars via la fondation de Philip Morris. Les géants du tabac qui financent des associations qui se présentent comme ennemis de la cigarette. Mais quel est le sens de tout cela ? Le fait central ici, c'est que cette communauté de vapoteurs dans son ensemble contribue à la normalisation. Plus fréquemment vous le voyez, et plus les gens les utilisent, plus grand seront les profits pour les géants du tabac. Du point de vue moral, comment qualifier cette industrie ? C'est une industrie qui amène à International qui nous répond par écrit « La cigarette représentera toujours près des 3/4 du volume global de l'industrie en 2035 ». Et au cœur de ce business international, un petit pays, la Suisse,
qui héberge les sièges et usines des géants de la cigarette. Philip Morris International, numéro 1 mondial, qui produit notamment les célèbres Marlboro, a son siège mondial à Lausanne et un centre de recherche et des usines à Neuchâtel. Japan Tobacco International, propriétaire entre autres de Camel et Winston, est basé à Genève avec un centre de production à Dagmersellen dans le canton de Lucerne. L'industrie du tabac emploie directement un peu plus de 6000 personnes en Suisse et les retombées directes, indirectes et fiscales rapportent 6,5 milliards de francs. Une manne qu'on ne veut pas laisser filer, en particulier à Berne, où les cigarettiers peuvent compter sur des puissants relais sous la coupole. Parmi les parlementaires, les cigarettiers savent qu'ils peuvent compter sur des sénateurs comme Damian Müller, PLR lucernois, vice-président de la Commission de la Santé au Conseil des États. Vous avez aussi parlé beaucoup de liberté de choix, la liberté aussi des consommateurs de fumer, c'est important pour vous? Oui, bien sûr, c'est toujours la préoccupation centrale. Nous ne voulons pas infantiliser les gens, nous voulons les responsabiliser. C'est la question de savoir combien on fume. C'est aussi une décision personnelle. Vous pouvez boire 20 bouteilles de coca par jour, que ce soit sain ou non. Vous pouvez manger 1 kilo de fromage ou 1 kilo de viande. Pardon, mais je pense qu'il est important que chacun puisse décider lui-même de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Il en va de la responsabilité individuelle. Sinon, nous devons interdire la conduite automobile, interdire de faire du vélo. Il y a aussi des accidents. La question est de savoir comment on gère tout ça. Est-ce que j'y suis sensible ou pas? Il s'agit de la liberté et de la responsabilité individuelle. Pour défendre cette opinion, les géants du tabac peuvent aussi compter sur les représentants de la puissante Union suisse des arts et métiers, l'USAM, et son alliance des milieux économiques pour une politique de prévention modérée. Ce groupement fédère le commerce des cigarettes, mais aussi les associations des producteurs de vin, des kiosquiers, des casinos, des publicitaires, des hôteliers restaurateurs et même des boulangers confiseurs. Son but ? Empêcher les tentatives de réglementation dans le domaine de la prévention. Son mot d'ordre, la liberté du commerce et de l'individu. Et cela ne s'arrête pas là. La Suisse exporte près de 20 milliards de cigarettes par année. Pour protéger ses exportations, il y a quelques années, en 2012, le PLR neuchâtelois Laurent Favre, devenu depuis conseiller d'État, avait proposé une motion largement acceptée par le Parlement. Son but ? Pouvoir continuer à produire en Suisse des cigarettes à forte teneur en goudron et nicotine interdites en Europe pour être exportées dans certains pays asiatiques et africains. Une problématique, selon la motion, non pas de santé publique, mais de pure politique économique. Merci pour votre soutien. Nous avons voulu savoir où finissaient ces cigarettes made in Switzerland, ultra chargées en goudron et nicotine. Nous sommes au Maroc, le principal marché d'exportation de ces cigarettes. Maintenant, je fume Camel. Pourquoi ? Camel Bongo. Le go, ça marche, il est un peu léger. C'est pour ça. Et est-ce que vous savez où sont fabriquées ces cigarettes ? C'est la Suisse. Production internationale, made in Switzerland. Switzerland, yeah. Switzerland. Camel, Winston, Marlboro. Les 3 grandes marques internationales made in Switzerland ont une excellente réputation ici auprès des fumeurs. Des cigarettes plus toxiques qu'en Europe et en Suisse, et donc interdites à la vente chez nous, car, rappelons-le, elles sont surdosées en nicotine et goudron. Elles sont aussi plus chères que les marques locales. Mais alors, pourquoi les Marocains les préfèrent-ils ? C'est la haute gamme, on va dire. C'est comme le chocolat, c'est comme le fromage. Quand vous goûtez, on va dire, du fromage suisse, c'est pas la même qualité comme fromage, on va dire, français ou espagnol. Plus propre et moins de dangerosité là-dedans, on va dire. Au Maroc, près d'un homme sur 3 fume, selon les statistiques officielles. Et le tabagisme continue ses ravages, comme l'observe la communauté médicale. Je me suis installé ici à Meknes il y a plus de 23 ans. Je voyais peut-être un cancer tous les mois, tous les 1 mois et demi.
Maintenant, il ne se passe pas une semaine sans que je n'ai 1 ou 2 cancers. Près de 13 000 personnes meurent de la cigarette chaque année au Maroc, selon les dernières statistiques de l'OMS. Les cigarettes suisses, plus fortes en nicotine et goudron, jouent un rôle, n'en déplaise aux parlementaires à Berne, pour qui ces exportations sont une problématique de pure politique économique. Si c'est que l'économie qui a primé sur la santé, c'est grave quand même, hein, c'est quand même grave. L'histoire retiendra que la Suisse a quand même fourgué, si on peut dire, de la saleté aux Marocains. On lui faisait confiance et on a l'impression d'être trahi. Voilà, on a l'impression d'être trahi. C'est au Maroc de mettre des normes qui ressemblent aux normes européennes. En attendant que les choses changent au Maroc, les cigarettiers suisses continuent leur business. En Suisse aussi, les consommateurs sont dangereusement exposés. Notre pays est le plus permissif d'Europe en matière de publicité pour les produits du tabac. Et la publicité commence dans des endroits que l'on ne soupçonne pas forcément. Ce paquet de cigarettes, c'est pas juste un contenant, c'est vraiment l'emblème d'une marque, comme c'est le cas ici, mais c'est aussi le cas pour les autres. C'est un support publicitaire avec des efforts importants mis par l'industrie du tabac pour les rendre visibles, attractifs. Des formes et des couleurs reconnaissables entre toutes, comme des briques qui constituent un mur. C'est comme ça que les cigarettiers et les distributeurs accrochent le regard pour faire envie et promouvoir leurs produits. On a des murs de tabac, des murs de nicotine extrêmement invasifs, extrêmement massifs, ultra visibles, en particulier pour la jeunesse. Et quel message ça donne quand on voit un mur comme celui-ci, en particulier chez les jeunes? Ça donne la représentation que ce produit est un produit de consommation courante, dont la consommation n'est pas si risquée, est associée au plaisir et puis socialement acceptable, socialement banalisée. La Suisse est l'un des derniers pays en Europe à autoriser cette forme de banalisation et de promotion. En France, voici à quoi ressemble le mur de nicotine. Des paquets neutres d'un triste gris vert, son logo, avec des scènes dégoûtantes. Dans les kiosques et magasins britanniques, les cigarettes sont même cachées derrière un rideau ou une porte, également emballées dans des paquets neutres. Retour au Parlement, où la majorité des élus fait barrage à une régulation plus sévère contre le tabac, comme le paquet neutre adopté au Royaume-Uni ou en France. Une mesure efficace pourtant, qui a fait ses preuves partout où elle a été introduite. Mais la majorité des élus y est hostile, comme l'UDC zurichois Gregor Rutz, président de la communauté du commerce suisse de tabac. Que pensez-vous de l'idée d'introduire le paquet neutre en Suisse comme moyen de prévention? C'est un non-sens total et juridiquement délicat. Il en va de la question de la propriété intellectuelle. La liberté des marques est étroitement liée aussi à la liberté de commercialiser des produits et d'en faire la publicité. Et ce que nous avons ici, c'est en fin de compte une économie planifiée. C'est l'interdiction de faire librement de la publicité pour un produit et nous devons empêcher cela. À l'OMS, le responsable anti-tabac est d'un tout autre avis. Est-ce que les cigarettes sont des produits normaux, comme ces lunettes ou votre iPhone? Sont-elles les mêmes ou différents types de produits? J'argumenterais qu'ils sont différents, parce que ce sont des drogues. La liberté des marques ne s'applique pas ici comme à d'autres produits. Ça, c'est une chose. Ensuite, quant à savoir si le paquet neutre est efficace ou pas, nous avons une multitude d'études qui nous montrent que cette mesure est efficace. Le paquet neutre, ça marche. Et pourtant, en dépit de ce large consensus scientifique, une étude sur le paquet neutre de l'Université de Zurich prétend démontrer le contraire. Selon cette étude, datant de 2014, il n'y aurait pas de preuve que le paquet neutre diminue la consommation. Premier problème, cette étude est entièrement financée par le numéro 1 mondial du tabac, Philip Morris International. Le cigarettier a payé plus de 100 000 francs à l'Université de Zurich. Deuxième problème,
nous avons pu voir un document confidentiel, jamais publié auparavant. Temps présent vous le révèle. Il s'agit d'une annexe au contrat, la proposition de projet entre les chercheurs de l'Université de Zurich et Philip Morris. Ce document, Pascal Diethelm a pu l'obtenir en intégralité grâce à la loi sur la transparence. Ça n'est pas de la recherche indépendante. Ce qu'on a ici, c'est une étude de Philip Morris. Et simplement, l'Université de Zurich a été utilisée pour donner son nom, pour utiliser son prestige. Selon une clause de ce document, à chaque étape de la recherche, les scientifiques doivent prendre en compte le point de vue de Philip Morris et les menaces contre les intérêts de l'entreprise afin d'orienter la suite de leur travail. Nous avons demandé à l'un des co-auteurs de cette étude, le professeur Michael Wolf, s'il avait été influencé par le cigarettier dans son travail. Non, Philip Morris International n'a pas influencé notre recherche. Nous n'avons en aucun cas été limités dans notre indépendance pendant nos recherches. Nous lui avons aussi demandé, aurait-il pu publier l'étude si les résultats avaient été différents? Sa réponse? Oui, bien sûr. Pourtant, la dernière clause laisse planer le doute. La question de savoir si le document sera finalement publié et sous quelle forme sera décidée par Philip Morris International. Ce document, nous l'avons soumis à un éminent expert de l'éthique de la recherche, le professeur de droit Dominique Sprumont. Pour lui, ces clauses sont inacceptables. Je pense que les clauses que vous mentionnez, que ce soit le contrôle sur la démarche scientifique, le contrôle sur les résultats, le contrôle sur la publication, toutes ces clauses-là sont rédhibitoires. Derrière cette stratégie, un seul objectif pour les cigarettiers, semer le doute. Le bénéfice pour eux, c'est de maintenir le doute par rapport à la science dans notre société, ce qui leur permet de maintenir leur commerce, qui est un commerce mortel. Le point important, c'est que la science est basée sur le partage des connaissances et sur un regard critique par rapport à ce partage des connaissances dans l'intérêt commun. Quand on crée ce genre d'études, on crée un doute sur le processus même de la production du savoir dans le domaine scientifique, avec des conséquences dramatiques. Une tactique vieille de plusieurs décennies.